beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est désormais à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Monsieur le Président, merci. Après le travail, il retient toujours son uniforme. Mais là, il est parti. Il a sauté d'un pont en tenue de travail. C'est symbolique. Ça veut dire je saute pour montrer que c'est mon travail qui m'a tué, mais pas le reste. Propos d'Élodie, la compagne d'Alexandre. Mon fils est un héros, dit son père. Alexandre Gonod, jeune rayonné de 27 ans, a choisi le suicide pour attirer les projecteurs sur le sort de ses collègues de travail. 10 jours avant, c'était Natacha, mère de famille de 40 ans, qui se suicidait. Ces 2 fonctionnaires ultramarins travaillaient à Fleury-Mérogis. À cela, il faut rajouter 7 suicides de détenus, qui eux aussi méritent l'attention. Combien en faut-il encore? C'est connu de tous, les conditions de travail sont déplorables dans les prisons de France et ces suicides devraient vous interpeller sur la nécessité de débloquer les moyens pour permettre à ces surveillants de travailler dans des conditions dignes. Pourtant, les syndicats ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. À Fleury-Mérogis, 60% du personnel viennent des Outre-mer. Nos jeunes y arrivent ici à cause du chômage de masse. Mais le désenchantement arrive vite, trop vite, pour l'administration pénitentiaire. Les Outre-mer sont une chance, comme l'était aussi l'esclavage avant 1848. Vous devez réagir. Il est urgent de réagir. Il est temps de mettre un terme à la gestion coloniale des ultramarins dans la fonction publique. Il faut tout faire pour permettre aux jeunes ultramarins de travailler dans leurs différents territoires. En février 2018, l'administration pénitentiaire a annoncé la création d'un groupe de travail sur la question ultramarine, annonce contrainte et forcée. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Monsieur Jean-Hugues Ratenon, la parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ratenon, je tiens en tout premier lieu à exprimer ma profonde compassion et ma solidarité à l'égard des familles des personnes qui ont connu un tel drame. Je tiens ici à le dire, et ma solidarité et ma compassion s'expriment également à l'égard des personnels de Fleury-Mérogis, aussi bien de leurs collègues surveillants que des équipes de direction qui ont, je crois, vécu extrêmement durement ces situations. Je crois, Monsieur le député, qu'il faut être extrêmement vigilant à l'égard des informations qui circulent sur ces moments douloureux et sur ce qui reste des décisions souvent très complexes et très personnelles. Je voudrais dire ici que la lecture des réseaux sociaux qui diffusent parfois des informations non vérifiées réclame de notre part à tous un minimum de distance et de vigilance. Pour répondre précisément à votre question, Monsieur le député, nous avons pris 3 dispositions qui, je l'espère, parviendront à porter ce type de drame. La première de ces réponses, elle résulte de la loi de programmation, du projet de loi de programmation que je porterai devant vous et qui vise à faire diminuer, entre autres, la surpopulation carcérale. Nous savons que c'est un des éléments de la difficulté d'exercice des personnels pénitentiaires. La seconde réponse, elle résulte dans le protocole d'accord qui a été signé au mois de janvier dernier avec l'une des organisations syndicales représentatives et qui contient, pour les personnels de surveillance, des mesures de sécurité très précieuses. La troisième réponse réside dans la mise en place d'un groupe de travail sur les risques psychosociaux qui a été mis en place depuis le mois de mars dernier et qui contribuera également à ces solutions. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Nadia Essayant. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Madame la Ministre, vous allez prochainement devoir vous prononcer sur le projet de schéma directeur concernant la ligne ferroviaire POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.
Au nom de mon groupe et de la plupart de mes collègues concernés par cet axe important et en lien avec le président de l'association Urgence POLT, M. Jean-Claude Sandrier, je souhaite attirer votre attention sur l'enjeu majeur pour nos territoires que représente cette ligne classique qui relie Paris à Toulouse par le centre de la France. Il s'agit d'une ligne que l'État avait classée comme une des 3 lignes de train d'équilibre du territoire, structurante, la 3e radiale française la plus longue, qui dessert près de 20% du territoire national, des territoires trop longtemps délaissés et qui aujourd'hui espèrent se redynamiser avec l'aide et l'accompagnement de l'État. Ce que nous demandons, c'est un investissement complémentaire relativement modéré sur les infrastructures afin de contribuer à mettre Limoges à 2h30 de Paris et gagner ainsi 45 minutes jusqu'à Toulouse. Mais aussi la rénovation des matériels roulants afin qu'ils soient en mesure de se déplacer sur une ligne de 712 km à la vitesse de 220 km/h dans des conditions de confort et de service dignes de notre pays et de notre époque. La visite prolongée du Premier ministre dans le Cher, début mai, montre que les efforts sont nécessaires de toutes parts pour qu'on ne parle plus de diagonale du vide, mais d'un cœur battant lorsque l'on regarde au centre d'une carte de France. Madame la ministre, nous connaissons votre attachement à la modernisation du réseau classique, au développement de la cohésion territoriale. Cela implique une plus grande facilité de circulation, une proximité accrue de nos territoires entre eux et avec Paris. Nous comptons donc sur vous pour nous présenter un schéma directeur à la hauteur des enjeux économiques auxquels la France est aujourd'hui confrontée, et ce jusque dans les parties les plus reculées du territoire national. Merci. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Essayant, je vous réponds à la place d'Elisabeth Borne, qui est de son côté retenue au Sénat. La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, POLT, va, dans les 10 ans à venir, bénéficier de nombreux investissements. Et cela pour renouveler à la fois son infrastructure et ses trains. Vous le savez, pour ce gouvernement, désenclaver les territoires et les relier aux métropoles sont une priorité. Et c'est donc pour ça qu'à l'horizon 2025, une desserte sera proposée, une desserte de qualité à l'ensemble des voyageurs de l'axe, qualité en termes de régularité, mais aussi de temps de parcours. Et donc, d'ici 2025, c'est une enveloppe de 1,6 milliard d'euros que nous prévoyons d'allouer au réaménagement de la ligne POLT. C'est aussi, d'ici 2025, la totalité de des trains de la ligne qui seront remplacés. Un appel d'offres a été lancé fin 2016 et les offres viennent remises. La signature du marché est prévue au printemps 2019. La livraison des nouvelles rames pourra intervenir dès 2023. Et donc, Madame la députée, vous le voyez, dès 2025, les voyageurs de cette ligne bénéficieront donc d'un service plus fiable, avec une infrastructure renouvelée. Les incidents devraient donc être réduits de moitié. Un service plus rapide, avec 15 minutes de temps de trajet en moins entre Paris et Limoges, et plus confortable puisque les rames seront entièrement neuves. C'est le sens du schéma directeur de la ligne qui vous sera proposé en juillet prochain. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est désormais à Monsieur Michel Delpont. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. L'hydrogène, à condition qu'il soit vert, est une des réponses aux enjeux de la transition énergétique, tout en garantissant l'indépendance de la France face aux Chinois qui contrôlent 90% de la production mondiale des batteries en 2030. Si industriels et usagers commencent à prendre conscience qu'il nous faut sortir du diesel et de l'essence, et je tiens ici, Monsieur le Ministre, à souligner votre détermination en annonçant en juillet dernier la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040, il nous faudra aussi repenser notre stratégie face aux véhicules hybrides et aux 100% batterie pour passer à la mobilité avec des piles à combustible. La mobilité, c'est aussi le train. Alors que seule la moitié du réseau français est électrifiée, l'autre moitié, soit 15 000 km de voies ferrées, fonctionne en général avec des trains tirés par des motrices diesel. Nos voisins allemands, puis italiens et maintenant autrichiens ont fait le choix du train à hydrogène. Il nous faut emboîter le pas sans tarder, et puisque pour adopter l'hydrogène, il faut l'essayer. Et je vous propose, Monsieur le Ministre, de passer de la parole aux actes
en implantant notre premier train hydrogène sur la ligne TER reliant Bordeaux-Bergerac à Sarlat. N'est-ce pas? Les applications de l'hydrogène sont nombreuses. Alimentation électrique des data centers, camions réfrigérés avec piles à combustible au Japon, stockage sous forme d'hydrogène et d'électricité produite à partir de l'énergie solaire à La Réunion, prototype d'ascenseur permettant de supprimer l'utilisation du plomb et du cadmium, développement de biopiles au CNRS qui remplacent le catalyseur chimique par des enzymes bactériennes, et une découverte surprenante de chercheurs australiens qui ont développé une peinture solaire qui peut régénérer l'hydrogène. Et encore une start-up que j'ai rencontrée hier, ici même, dans mon bureau de l'Assemblée, qui a mis au point des capsules à hydrogène basse pression qui fonctionnent sur le même principe qu'une éponge. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur, car je suis intimement convaincu, et vous m'aiderez à en convaincre les uns et les autres, que l'hydrogène jouera un rôle important dans la transition énergétique. C'est une révolution potentielle pour les systèmes énergétiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la baisse des prix spectaculaires des énergies renouvelables, comme vous l'avez dit, il devient enfin possible de produire des quantités importantes d'hydrogène à bas coût et évidemment sans émissions de gaz à effet de serre. Mais l'hydrogène peut aussi devenir une solution majeure dans notre mix énergétique demain. Comment? Tout d'abord, en rendant possible le stockage à grande échelle des énergies renouvelables, permettant ainsi de rendre crédible un monde où l'hydrogène vient se substituer petit à petit aux fossiles, au nucléaire, pour combler les intermittences du solaire et de l'éolien. Enfin, l'hydrogène, s'il est produit à base de renouvelables, peut contribuer à la mobilité sans émissions, des trains, des flottes de camions, des flottes municipales, des bus, permettant ainsi d'apporter une réponse aux problèmes de qualité de l'air. Vous le savez mieux que moi, vous l'avez évoqué, l'Allemagne et les Pays-Bas expérimentent en ce moment même des trains à hydrogène fabriqués en France. Et je pense que ces trains à hydrogène trouveront également leur vocation dans les petites lignes françaises. C'est pourquoi, en tout cas, dans cet esprit, je présenterai vendredi un plan pour l'hydrogène qui visera à faire de notre pays un leader mondial de cette technologie. Pour cela, j'ai décidé de proposer de fixer à 10% la part d'hydrogène produit à base des sources renouvelables à l'horizon 2023. Par ailleurs, parce que nous avons besoin d'innovation, de démonstrateurs, de construire des champions économiques du stockage, de l'électrolyse, j'ai décidé de mobiliser 100 millions d'euros pour accompagner les premiers déploiements de ces technologies de production et de transport dans les territoires. Nos industries, toute la filière hydrogène existe en France. Ne loupons pas cette transition énergétique. Soyons les premiers sur cette filière. La parole est désormais à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, François Molins, le procureur de Paris que tout le monde a appris à connaître, malheureusement, à travers les événements de ces 3 dernières années, nous alertait il y a quelques jours, en direct à la télévision, expliquant que sur les années 2018, 2019, 2020, nous allions avoir respectivement 25, 17 et 22 terroristes condamnés